Alors, je pense que nous allons commencer à mesure que davantage de gens se rejoignent. Bon après-midi ou bon matin, selon l'endroit où vous êtes au pays. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans ce webinaire sur les villes cinétiques. Je m'appelle Andy Potter, je suis partenaire chez Deloitte et aussi leader gouvernemental et régional. Et c'est un privilège pour moi aujourd'hui d'animer ce panel distingué sur ce sujet. La première chose que j'aimerais faire cependant, c'est de donner une reconnaissance de territoire. Nous reconnaissons que nos bureaux se trouvent sur des territoires traditionnels de traités et des territoires non cédés faisant partie de l'île de la Tortue, sur lesquels vivent encore de nombreux peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous reconnaissons également les propriétaires traditionnels des terres sur lesquelles se trouvent nos bureaux et nous témoignons notre respect à ces propriétaires passés, présents et futurs. Quelques petits points logistiques pour s'assurer que les gens sont tous au courant. Il y a une fonction questions-réponses sur la plateforme Zoom, alors sentez-vous bien libre de répondre aux questions là et j'essaierai soit qu'on y réponde verbalement par un dialogue ou nous aurons du temps à la fin pour les questions. Notez également que à la fois les versions anglaises et françaises d'aujourd'hui sont enregistrées pour références futures. J'aimerais commencer par vous présenter notre distingué panel. Je suis absolument ravi d'accueillir avec nous Kim Armstrong, qui est la directrice municipale adjointe des services aux employés à la ville d'Edmonton. Kim a obtenu un baccalauréat SR avec spécialisation en études politiques de l'Université Queen's et un baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School. Elle a également obtenu un certificat en gestion policière de l'Université de l'Alberta. Elle a travaillé pendant 9 ans au sein du service de police d'Edmonton et puis ensuite, pendant 12 ans, elle a eu plusieurs postes supérieurs au gouvernement de l'Alberta. Elle est actuellement directrice municipale adjointe des services aux employés à la ville d'Edmonton. Elle dirige une équipe dédiée à la création d'une culture de travail positive, dynamique et sécuritaire pour les employés de la ville. Alors, bienvenue, Kim. J'aimerais aussi vous présenter Sylvia Fraser, qui est directrice de la transformation stratégie lieu de travail à la ville de Toronto. Sylvia est une leader innovante et stratégique avec plus de 20 ans d'expérience progressive. Sylvia est à l'origine de changements positifs dans les programmes à grande échelle et portefeuilles complexes sur la gestion des risques, la planification de la mise en place d'infrastructures essentielles. C'est une leader qui a gagné des prix. Elle est actuellement directrice des stratégies pour le lieu de travail Modern Tier Workplace, la modernisation du lieu de travail à la ville de Toronto. Dans ce rôle, Sylvia dirige la création du lieu de travail du futur en modernisant la ville de Toronto et l'expérience de lieu de travail, en réimaginant comment les gens travaillent, où ils travaillent et quand ils travaillent. Alors, bienvenue, Sylvia. Et finalement, j'aimerais aussi vous présenter Stephen Harrington, un de mes associés qui est chef du groupe de travail de la stratégie nationale de la main-d'œuvre chez Deloitte Canada. Stephen est écrivain, a écrit sur l'avenir du travail depuis 2011 avec 20 ans d'expérience en consultation. Stephen dirige la transformation de la stratégie du lieu de travail pour permettre aux gens de ressentir ce sentiment de but et d'impact personnel, tandis que l'entreprise améliore ses résultats. Stephen est co-auteur de La Révolution de l'intelligence, un document récent couvrant les implications de l'avenir du travail au Canada. Au cours des dernières années, il a dirigé de nombreux projets visant à aider les clients à mettre en place de nouveaux cadres et de nouvelles capacités pour que leur main-d'œuvre soit prête pour l'avenir. Donc, bienvenue, Stephen. Avant d'entrer dans la partie formelle de notre webinaire, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter les concepts principaux de ce qu'est une ville cinétique. Et si vous n'avez pas vu, lu ou
télécharger notre rapport sur ce sujet très important. Le lien sera disponible tout au long de cette présentation. C'est notre site Web. Essentiellement, une ville cinétique, c'est une ville qui comprend de façon active, qui planifie, qui exécute dans les trois dimensions interreliées de la transformation du travail, de la transformation du lieu de travail et de la transformation du personnel qui travaille, c'est-à-dire de la main-d'œuvre. Je pense que la biographie de Steven nous a dit que le concept de l'avenir du travail et de la transformation du lieu de travail, ce n'est pas nouveau. Alors, c'est ici depuis déjà longtemps. Mais ce que nous avons intensifié, c'est les liens inextricables entre l'avenir du travail et la transformation du lieu de travail. Où le travail sera-t-il effectué? C'est clair que la pandémie a apporté un changement très important sur ce front. Et ensuite, la transformation de la main-d'œuvre parle de l'aspect des gens, pas seulement du côté de l'expérience individuelle d'un employé et de la capacité d'un employé, mais aussi de façon très importante, nous allons discuter d'un point de vue leadership. Quel genre d'habiletés de leadership sont nécessaires pour les dirigeants des municipalités? Qu'est-ce qu'ils doivent nourrir, développer, faire croître pour gérer ce changement et cette transformation de paradigme très importante dans le lieu de travail. Alors, ceci étant dit, maintenant que j'ai terminé mon introduction, j'aimerais vous passer la parole à la discussion en panel. Et je pense que l'endroit évident pour commencer, je vais demander à Sylvia de répondre à cette question d'abord. Et ça va nous donner peut-être un petit peu une perspective sur les impacts que vous avez constatés sur votre organisation et votre personnel au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Merci beaucoup, Andy, et bonjour à tous. Je suis tellement heureuse de faire partie de ce distingué panel aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et dont on s'occupe ici à la Ville de Toronto. C'est une très bonne question. Les impacts de la COVID. Quel impact la COVID a-t-elle eu? C'est sûr, on a tous été touchés de tellement de façons différentes. Et simplement pour vous donner quelques petits points, là, une perspective très large sur ce que la Ville a connu ici. Nous avons plus de 38 000 membres du personnel dans l'ensemble de la Ville de Toronto et dans toutes sortes de départements, c'est pour tous les services que nous fournissons au public. Donc, non seulement on a été touché dans notre prestation de service avec un niveau très, très augmenté par les mesures de santé publique, mais il a aussi fallu réagir du niveau de la santé publique pour faire un changement significatif pour que les gens puissent travailler à partir de la maison. Environ 25 de notre main-d'œuvre a été immédiatement déplacée vers du télétravail. C'était une politique que nous avions. Alors, ça a été vraiment spectaculaire dans notre organisation. Ce changement a dû se produire de façon très abrupte, très rapide et avec un soutien technologique, avec tous les différents types de soutiens qui ont changé le service que nous offrons. Alors, avec la Ville de Toronto, on a eu tout un cheminement pour transformer l'organisation. Et je suis tellement heureuse que vous nous ayez présenté les trois domaines principaux pour l'avenir du lieu de travail. On est sur ce cheminement depuis plus de 2 ans maintenant. Et même si on était déjà, pendant qu'on était là-dessus, là, la COVID a frappé. Et il y a eu des impacts. On avait déjà commencé avant la COVID, c'est-à-dire qu'il y a eu une accélération. Et l'occasion que la COVID nous a donnée d'un point de vue organisationnel, c'est que ça nous a permis de faire la transition très rapidement vers un mode de travail hybride, presque du jour au lendemain. C'était très abrupt. Ce n'est pas un cheminement qu'on aurait voulu avoir, mais enfin, on a vu ça comme une opportunité, non seulement pour permettre d'arriver à cet état futur qu'on désirait, mais au moment où l'on est maintenant, on veut avoir des plans de réouverture pour faire retourner le personnel au bureau. On a pu apporter déjà ce lieu de travail du futur chez nous. Dans 4 ou 5 ans, on veut faire ça avec le temps, au fil de 4 ou 5 ans. Maintenant, on s'aligne de façon stratégique
non seulement pour continuer les avantages que l'on peut tirer du télétravail, mais aussi faire la transition de point de vue gestion du changement pour permettre au personnel de rentrer au bureau pour qu'on ne soit plus obligé de refaire cette transition. Alors, autant que je sache, et ayant été en contact avec beaucoup d'organisations, c'est une stratégie qui fonctionne et qui est prise actuellement. C'est une stratégie qui va avoir beaucoup de valeur. Je pense que le travail hybride est ici pour rester. C'est flexible. Alors, je pense que c'est ici pour rester. D'un point de vue impact, voici c'est là les points saillants que je voulais soulever. Mais ça nous a aussi permis de mettre les choses en place qui sont nécessaires pour l'avenir, après la pandémie. Cette pandémie est un type de situation d'urgence qui nous a touchés au niveau mondial, mais je pense qu'il y aura de la continuité maintenant. Il faut permettre aux gens de travailler à partir de la maison, peu importe ce qui arrive. Nous avons des services numériques, on peut fournir cela, peu importe ce qui arrive. Alors, je pense que ce sont des impacts positifs que nous avons connus. On connaît les impacts négatifs, je n'ai pas besoin d'y insister, mais d'un point de vue du futur du travail, je pense que ça valait la peine de le souligner. Merci, Sylvia. Kim, je suppose que votre expérience était quelque peu semblable. Hmm, Tout doit s'ajouter. Avez-vous quelque chose à ajouter sur les impacts généraux de la COVID? Eh bien, je dirais simplement qu'il y a eu des considérations financières significatives qui ont été causées par cette transformation de la main-d'œuvre. On a eu des problèmes de revenus associés à la fermeture de certains services. On a eu plusieurs personnes qui ont dû prendre des congés, des absences temporaires. Quelquefois, ça s'est étendu sur plusieurs mois. Il a fallu gérer cet aspect de notre main-d'œuvre qui a exigé beaucoup de compassion, de considération, de négociation avec leurs syndicats, leurs conjoints, leurs partenaires, leurs associés dans ce environnement complexe qui évolue jour après jour. Merci, Kim. Je pense que maintenant, nous allons passer aux trois dimensions des villes cinétiques, une à la suite de l'autre. Kim, vous pourriez peut-être y passer la première ici et parler un petit peu de votre point de vue. Comment avez-vous vu la nature du travail changer? Et quel rôle est-ce que la technologie a eu dans cette transition et comment pensez-vous que ça pourrait continuer? Donc, une de mes observations les plus intéressantes, une des considérations les plus intéressantes que j'ai faites quant au changement du travail, Sylvia en a parlé d'ailleurs dans son commentaire, c'est que 70 de notre main-d'œuvre a continué de travailler dans leur caserne de pompiers, sur la route, dans les autobus, tout au long de la pandémie. 70 Alors, on a été très, très stable de rappeler au conseil, au public et à notre personnel qu'il n'y a que 30 de notre main-d'œuvre qui a eu le privilège ou l'opportunité, si vous voulez, ou le défi, si on veut, de travailler à partir de chez eux. Alors, une des choses sur lesquelles on a beaucoup mis l'accent tout au long de la pandémie, c'est que quand on parle de télétravail dans le contexte d'une organisation municipale, ce n'est qu'une minorité de notre main-d'œuvre qui a pu travailler en télétravail. Dans ce contexte, on encourage vraiment une définition plus large de la notion de la flexibilité du travail. La flexibilité, ce n'est pas simplement l'endroit où l'on travaille, c'est aussi comment vous faites votre travail, c'est aussi le degré d'autonomie que vous avez dans vos tâches de travail et c'est comment vous organisez votre journée. Et certaines des personnes qui n'ont pas pu travailler à partir de la maison, par exemple, plusieurs personnes avaient pas mal d'autonomie quant à la conception de leur journée de travail. On a beaucoup parlé aussi tout au long de la pandémie de différentes choses et je vais vraiment mettre l'accent là-dessus. On a beaucoup parlé de l'innovation et la flexibilité des employés et comme étant, ça nous a donné des idées importantes. Comment les employés peuvent contribuer à leur propre processus de travail quant à l'efficacité de ce processus d'exécution des tâches. On a mis en œuvre et on continue de travailler
sur des programmes éclairs, si vous voulez, un programme de remue-ménage où on encourage les gens à fournir des suggestions, des idées sur leur façon dont leur propre travail pourrait devenir plus efficace, s'il y a des barrières qui sont présentes. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites et qui ne sont pas faites? Alors, on a parlé beaucoup de flexibilité dans un sens plus large et pas seulement avec l'idée de travailler de la maison en télétravail. C'est une des choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci, Kim. C'est sûr que je vais vous revenir plus tard là-dessus. Je comprends votre remarque que ce n'est que 30 de votre main-d'œuvre, municipale, qui a vraiment été touchée par ce changement de lieu de travail, et étant donné la nature des tâches municipales. Sylvia, auriez-vous des ajouts à faire sur ce que Kim a dit quant le changement du travail et comment la technologie a pu commencer à avoir un impact à Toronto? Plutôt qu'à Edmonton. Oui, oui, tout à fait. Merci, Kim, d'avoir soulevé tellement de très bonnes remarques. Comme vous avez mentionné, oui, c'est exactement ce qui s'est passé à la ville de Toronto aussi. Et d'un point de vue technologique, il y a deux ou trois choses que j'aimerais indiquer en plus du fait qu'il n'y a que 25 de notre main-d'œuvre qui a été immédiatement transférée à domicile pour travailler totalement en télétravail. Et on lui a fourni rapidement la technologie nécessaire et les outils de collaboration presque du jour au lendemain. Et ça a été un énorme changement pour notre division des services technologiques de pouvoir permettre ce changement. La technologie est très importante. On a vu ce que c'était du côté fourniture de travail. Alors, beaucoup de nos services, 75 des services, ont fait la transition du côté numérique, même peut-être par téléphone. Les gens n'ont jamais arrêté de travailler. C'est l'idée que, quand même, du jour au lendemain, on a dû trouver une façon de faire ces choses-là, comment on fournirait ces services. Oui, certains services ont arrêté d'être fournis en personne pour des raisons évidentes, à cause des directives de santé publique, et on a réouvert beaucoup de ces services avec des restrictions, bien que ces restrictions commencent à être levées. Mais cette façon de permettre les services, de fournir les services sous un mode différent n'est pas partie. Et c'est une très belle opportunité pour la ville, pas seulement du côté des services, mais aussi du côté du conseil et des comités, comment ils fonctionnent pour pouvoir faire des députations virtuelles et pour pouvoir des procurations virtuelles et comment pouvoir continuer cela au public pour que le public puisse continuer de participer à nos réunions du conseil, de nos comités, sans être obligé de venir à l'hôtel de ville ou ni au centre-ville. Ça, ce sont d'excellentes opportunités qui n'ont pas été mises en place du jour au lendemain, mais elles sont ici pour rester. Est-ce que ça a été fait parfaitement? Non, bien sûr. On ne referait pas toutes les choses de la même façon. Il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer les choses. Parce que certains des processus n'ont pas encore changé. Les processus ont été changés quelquefois et ce changement va continuer. On est toujours une organisation très fortement basée sur le papier et beaucoup des services ont dû faire la transition vers l'informatique. Il y a encore beaucoup de travail à faire stratégiquement dans l'ensemble de la ville pour permettre cette numérisation encore plus accrue. Steven, j'aimerais vous faire entrer dans la conversation maintenant. Vous êtes le grand-père de ce sujet de l'avenir du travail. C'est probablement la première fois qu'on vous appelle un grand-père. Alors, quel point de vue avez-vous de façon plus générale après votre expérience au Conseil? Comment votre travail a-t-il changé? Comment la technologie a-t-elle été un des principaux moteurs de cela? Oui, j'aimerais vraiment noter quelques remarques que Kim et Sylvia ont faites. Un de vos collègues dans une autre ville tout récemment nous a dit que Sylvia, vos commentaires sont comme ceci. Le nouveau 100 prêt et 80 prêt. Et il faut s'habituer à cela d'une façon que votre histoire souligne. Vous avez réussi à faire transférer votre organisation dans une mentalité. Ils sont prêts à essayer de nouvelles choses. Ça correspond très bien à votre remarque. Si on regarde l'ensemble du Canada, environ 40 des Canadiens pourront participer à ce qu'on appelle le travail hybride. Et c'est le genre de travail qu'ils font va changer aussi. Alors, on veut quelque chose pour tout le monde, comme vous l'avez dit, Kim. On ne veut pas seulement penser au lieu du travail, mais à quand on va travailler et comment on va travailler aussi.
Et la technologie fera partie certainement de cette solution de façon importante. Ce que je veux souligner, c'est qu'une des choses où on a été chanceux pour nous en tant que pays, quand la pandémie est arrivée, c'est que la technologie, à ce moment-là, était justement au point de maturité parfait pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face très rapidement. Parce qu'une grande partie de la technologie laquelle c'est basé pour faire marcher la technologie était à quand même bon marché et bien répandu. Et ce qui nous retenait d'être plus numérique, c'est pas nécessairement des grands investissements massifs en technologie, mais la reconception du travail, comme votre idée de l'ampoule électrique qui s'allume tout d'un coup. Quelles sont les modifications qu'on peut faire au travail où on peut rendre les transactions pour rendre ça plus humain et plus productif et trouver comment cette stratégie de la main-d'œuvre post-pandémique pour les villes pourrait avoir en réserve quelque chose pour chacun. Je suis fasciné aussi par autre chose. J'aimerais vous en entendre parler tous les deux. Je suis fasciné pour voir comment tout ça a des implications internes quant à la façon dont on gère une ville, mais aussi des implications pour la ville elle-même. Je veux dire, si on imagine, disons que 30 des gens de Toronto ou d'Edmonton travaillent à partir de la maison, même la majorité du temps, ça va avoir de grandes implications sur l'infrastructure, sur le développement économique. Même si c'est juste 20 ou 30 ça va avoir une grande influence sur les opportunités et les défis. On est dans une période emballante de ce point de vue. Merci, Stephen. J'apprécie beaucoup d'entendre parler de tous ces sujets. Je comprends que l'impact est très large sur la géographie générale des villes, ça mériterait un webinaire en soi. Et peut-être qu'on le fera à un moment donné. Il y a beaucoup de considérations très sérieuses d'un point de vue développement économique sur lesquelles il faudrait se pencher. Maintenant, j'aimerais passer à l'élément lieu du travail. Sylvia, étant donné votre rôle, j'aimerais beaucoup vous entendre parler là-dessus. Comment est-ce que les villes ont commencé à penser à ces besoins immobiliers en espace de bureau et à penser où le travail pourrait être effectué à l'avenir? Vous avez dit que la ville était déjà dans un cheminement à cet égard quant à ses besoins d'espace et d'immobilier. Oui, très bonne question, Andy. Je vais maintenant approfondir ce que comporte ce cheminement et je suis heureuse que vous soyez en partenariat avec nous. Vous êtes un associé avec nous depuis longtemps dans ce cheminement et on ne pourrait pas le faire sans vous, c'est sûr, chez Deloitte. Notre cheminement a commencé presque il y a 3 ans lorsque la Ville a commencé à regarder ses actifs immobiliers dans leur ensemble, ses infrastructures, et on est arrivé avec une stratégie où on disait il faut vraiment penser à la façon dont on gère cet immobilier de façon stratégique. Si on a besoin d'une caserne de pompiers ici et une autre chose ailleurs, il faut faire ces décisions, il faut prendre ces décisions de façon holistique. J'ai eu la chance de faire partie du programme immobilier à grande échelle qui a été lancé par la Ville. Et on a créé maintenant le bras stratégique GEO, une agence immobilière qui est un bras droit de la Ville qui a un survol de tous les éléments stratégiques. Une des toutes premières stratégies qu'ils ont imaginées, c'est le portefeuille d'espaces de bureau parce qu'on n'utilise pas très bien nos espaces. Il faut devenir plus efficace et en passant, il faut attirer les talents, retenir les talents. On parle d'attraction et de rétention. Ce sont d'excellentes stratégies qui ont été très bien appuyées par le Conseil qui nous a dit, oui, c'est formidable. Faites-nous savoir comment vous allez faire cette approche de portefeuille d'espace de travail. C'est là où on s'est associé avec Deloitte pour développer cette stratégie, ces plans. Comment est-ce qu'on va y arriver? Il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites sur de quoi va avoir l'air notre espace à bureau. Quelles seront l'organisation? Quels sont les principes clés qu'on veut faire incarner? Quel est l'avenir du lieu de travail dans une ville? Une feuille de route de l'évolution des espaces. C'est ce qu'on a fait et ça a progressé. Pendant 1 an et demi, on est arrivé à une stratégie. On est retourné au conseil. On a dit, voici comment on va faire ceci. Et nous sommes actuellement en train d'une pré-mise en œuvre de ce rapport. Mais pour vous donner quelques points saillants sur ce que ça veut dire, nous sommes en train de regrouper 55 endroits en 15 seulement, 55 en 15.
on va mettre fin à environ 22 bails, tous nos portefeuilles dans la ville et dans les 4 agences et dans toute la portée de notre action. Il y a encore 3 900 membres du personnel. Alors, c'est de grande portée, c'est très complexe et ça prend beaucoup de compassion et de réflexion sur la façon dont ça va se faire. Ce n'est pas seulement les espaces physiques. Oui, on veut regrouper, consolider. Oui, la ville va économiser beaucoup de frais d'exploitation, mais on va aussi permettre une plus grande flexibilité, un plus grand choix. On veut s'assurer que le personnel peut travailler à différents endroits dans la ville. Pourquoi est-ce que vous devriez conduire jusqu'à l'hôtel de ville alors que vous pourriez travailler dans un centre civique plus en banlieue? Et ça, on veut offrir ça à tous. Ce n'est pas juste le personnel de bureau. On ne traite pas le personnel de bureau différemment. Toute nos politiques et notre vision du futur de la main-d'œuvre et du lieu de travail s'applique beaucoup à toute l'organisation et pas seulement aux employés de bureau. Et c'est ce qu'on essaie de faire d'un point de vue infrastructure immobilière. Mais en bout de ligne, ce sont les gens qui sont au centre de tout pour nous. On n'aurait pas d'édifice s'il n'y avait pas de service, s'il n'y avait pas de service à rendre au public. Alors, si on n'avait pas besoin d'héberger du personnel qui va rendre ces services, nos principes garderont toujours cela à l'esprit, que ce soit sécurité publique, que ce soit l'attraction et la rétention du talent, qu'il s'agisse de fournir les outils et l'innovation nécessaires pour créer les bons espaces. Quand on parle d'espace, oui, il va y avoir une grosse diminution, une grosse réorganisation, une grande montée dans nos centres-villes, mais maintenant, le lieu de travail est à la maison. Voici, je suis chez moi et dans mon lieu de travail en même temps. C'est ça mon lieu de travail. Quand on regarde le lieu de travail, il faut considérer tous les aspects. Quel est le cheminement de cet employé du moment où il entre au travail? Est-ce qu'il va être à la maison? Et qu'est-ce que ça change? Quel est le leadership qui doit être exercer pour que ça se produise? C'est ça le cheminement. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses, mais oui, il y a un regroupement de l'immobilier. Il y a beaucoup de dire aux avantages de ce plan de cette feuille de route, c'est pour le personnel et pour le public. Avant que je demande la question à Kim, euh, rapidement, Sylvia, ça fait longtemps que vous avez commencé ce cheminement. Ça a commencé avant la pandémie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en fonction de ce que vous avez appris après la pandémie, durant la pandémie? Oui, tout à fait. Une des choses qui s'est produite juste au début, quand on a commencé à lancer le jeu, c'est la COVID. J'ai commencé ce poste pendant la pandémie. Je suis entré au poste à ce moment-là. Une des choses qui se sont produites, c'est dans toutes nos analyses, on a pensé à l'engagement, à la mobilisation de toute l'organisation, que ce soit les gens de première ligne jusqu'aux grands dirigeants. Une des choses que nous avions apprises, c'est qu'il y a davantage de choses qui sont possibles. Il ne s'agit pas seulement de dire on va avoir un plan, on va exécuter le plan, c'est oh, il y a des possibilités nouvelles et on peut augmenter le ratio de mobilité auquel nous étions arrivés par ce programme. Au début, quand on est allé au conseil, on passait passer de 1 à 1,3. Ça veut dire 13 membres du personnel pour 10 bureaux et après des ateliers de mobilisation et toutes sortes de rencontres que nous avons faites sous la direction de Deloitte. On a compris que le travail était possible différemment et on travaille maintenant avec un ratio de 17 personnes pour 10 bureaux physiques. C'est gros. On a pu regrouper encore davantage d'infrastructures immobilières et ça, c'est venu après l'écoute du personnel. 3 jours par semaine, c'est très viable pour moi. Alors, ça fait un aménagement tout à fait différent de l'infrastructure immobilière. Alors, on a dû ajuster nos plans et vraiment continuer notre engagement avec les organisations pour leur dire, voici ce qui se passe maintenant. On a aussi changé nos principes à cause de la question de la sûreté, de la sécurité est devenue énorme. La résilience était un gros point qu'il fallait encourager. Alors ça a changé aussi la portée. On s'est dit, oui, il faut penser à cela. Il faut penser à ce que pourraient être les futures normes d'aménagement pour le lieu de travail. On doit penser à d'autres types d'outils que nous devons avoir en place à cause des leçons que nous avons apprises de la COVID. Merci de m'avoir posé cette question, Andy. Merci. Kim, bien sûr que Edmonton est
plus petit géographiquement que Toronto. Comment avez-vous pensé à l'aspect immobilier, édifice à bureau avant, pendant ou après la COVID? Est-ce que vous prévoyez qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, Sylvia a si bien couvert ce sujet, j'ai très peu de choses à ajouter. On fait du travail semblable à la ville. On veut avoir des espaces de travail flexibles, tout à fait comme vous, Sylvia. On reconnaît que laisser tomber son bureau ou son bureau physique, c'est émotionnel pour les gens si vous ne l'avez jamais fait. On a travaillé très fort pour appuyer les personnes, pour qu'elles comprennent l'avantage de pouvoir travailler à partir de la maison, disons 3 jours par semaine. Ça mènerait à un besoin d'espace de travail plus flexible, tout comme vous, on faut réserver. Vous pouvez réserver un bureau dans une cour de transit, par exemple, au lieu de venir au centre-ville. On travaille pas mal dans la même direction que vous et tout à fait comme vous. Mon inquiétude, c'est l'impact sur nos gens et comment on peut les appuyer avec un leadership en matière de changement pour les aider à absorber cet impact. Merci, Kim. Ça nous amène à une très bonne suite ici dans ce fil de discussion. Steve, maintenant, je vais vous laisser, Steven, un peu commenter les choses ici. Quand on pense à ce que la pandémie a signifié pour nous en tant qu'employés, en tant que dirigeants, cadres, etc., qu'est-ce que vous voyez largement? euh, Quels ont été les impacts? Et en particulier, quelles nouvelles compétences seront requises, à votre avis, pour gérer les choses à travers cette évolution et à travers l'incertitude qui va se poursuivre dans l'avenir? Sylvia a mentionné un point hier qui est important que j'aimerais souligner, c'est que ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été rose, particulièrement pour les dirigeants, pour les leaders. Du côté positif, bien sûr, on a eu plus de flexibilité comme dirigeants dans nos propres vies personnelles pour être plus proches de notre famille, dans nos vies qui ne sont pas nos vies de travail, ce qui semble excellent à première vue, mais il y a eu beaucoup d'intensification du travail qui s'est produite. Beaucoup de dirigeants, beaucoup de cadres supérieurs ont trouvé qu'avec cette flexibilité, les lignes s'effacent. Quand est-ce que le travail commence? Quand est-ce que le travail est fini? Les heures de travail sont devenues très longues. Beaucoup parmi nous se sont vus piégés dans des réunions Teams et Zoom sans fin, avec très peu de temps pour faire notre travail. Et ça a créé une véritable pression sur les leaders pour qu'ils dirigent différemment, mais ça a changé le bien-être. Ça a eu un effet sur le bien-être des leaders. Il faut se demander comment on peut réaménager le travail, même pour les dirigeants. On y pense souvent en dernier seulement. On est en urgence, alors on essaie de s'assurer que notre personnel était bien, tout a été mis sur les épaules des dirigeants. Maintenant, comment reconsidérer ces rôles et le rythme d'action de ce que fait un dirigeant, un cadre supérieur, jour après jour? L'autre chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est que plusieurs parmi vous sont en télétravail par défaut, si vous voulez, en équipe à distance. Des gens qui ne sont pas allés au bureau du tout. Beaucoup de dirigeants avaient une équipe où tout le monde avait le travail de la même façon en même temps avant. On mettait les gens sur une équipe, on se mettait sur Teams. Tous les gens travaillent maintenant sur Teams à partir de chez eux. Ça, c'est maintenant beaucoup plus facile que l'hybride. L'hybride va exiger tout un nouvel ensemble de compétences pour s'assurer que vous allez inclure les gens qui sont au bureau physiquement et les gens qui n'y sont pas et s'assurer en tant que dirigeant que vous faites preuve de cette flexibilité en ne jouant pas de façon exclusive un de ces types de travail plutôt qu'un autre pour couvrir toutes les valeurs des gens qui travaillent pour vous et avec vous. Alors, beaucoup de nos compétences de base de leadership sur l'exécution, la collaboration, le leadership inspiratif, ce sont les mêmes compétences, mais il faut les modifier légèrement pour faire face à ce contexte hybride. Et je pense que les dirigeants ont besoin de beaucoup de soutien pour comprendre cela et pour rallier la main-d'œuvre vers ce changement que Kim souligne. Nous n'avons que commencé. Très bon point, Stephen. C'est très intéressant quand on pense de la façon dont les choses se sont changées. On pense à des moments dans notre carrière où on était la personne qui n'était pas au bureau. Il y avait une voie ouverte au milieu. On ne pouvait rien entendre. On se sentait très solitaire quand on était. Il y a un moment pivot actuellement. Si vous êtes la personne au bureau et vous n'avez pas la bonne caméra qu'il vous faut au bureau, vous êtes la personne qui n'est pas connectée parce que vous êtes physiquement présent au bureau
Et Andy, ça me rappelle, on parlait de technologie plus tôt. Un autre excellent exemple de cette technologie, c'est qu'il y a beaucoup d'options sur le marché maintenant. On en a une dans notre bureau de Montréal, c'est-à-dire c'est un speakerphone, là, une caméra avec une caméra à 360 degrés. Et ça génère une image pour Teams, exactement comme celle qu'on voit sur Teams maintenant quand on travaille à distance, de sorte que les gens au bureau sont tous caractérisés exactement de la même façon sur l'écran que ceux qui ne le sont pas. C'est vraiment une technologie assez simple, mais c'est incroyable à quel point ça fait une différence dans votre capacité de communiquer clairement quand vous n'êtes pas au bureau. Tout à fait. Maintenant, j'entends qu'il y a toutes sortes de recherches qui se font pour les gens qui cherchent des jabras à 360 avec des haut-parleurs au centre de la table. Euh, Kim, j'aimerais parler, que vous nous parliez de vos réflexions là-dessus sur vos dirigeants et l'impact que ça a eu sur les dirigeants dans votre organisation. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Merci, Sandy. Andy, c'est mon sujet favori. J'apprécie l'occasion que vous me donnez. Il y a quelques compétences de leadership dans notre ville sur lesquelles on s'est concentré au cours des dernières années. D'abord, l'inclusivité. On est maintenant dans un contexte où il y a un haut niveau de polarisation et de vues très opposées auxquelles les gens tiennent très fermement dans ce contexte. Dans ce contexte, on parle à nos leaders, on leur dit de se concentrer pour écouter attentivement les points de vue des autres, pour comprendre que leurs opinions sont fondées sur leurs expériences vécues et sur ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont vu dans leur vie. Et on leur demande d'approcher les gens avec une curiosité, avec un cœur ouvert, plutôt qu'une attitude de jugement. Par exemple, des questions. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a amené à ce point de vue? Pouvez-vous nous parler un peu plus? Comment vous avez formé vos opinions? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient changer vos avis? Est-ce qu'il y a des renseignements additionnels que vous considéreriez pertinents? Alors, de façon simple, on encourage nos leaders à écouter, à comprendre et sans réagir et se souvenir qu'il y a davantage de questions que l'on doit poser. La deuxième chose sur laquelle on se concentre beaucoup, ce sont les systèmes. J'appelle ça la capacité de tenir les paradoxes et de vivre dans les paradoxes. On peut se concentrer étroitement seulement sur nos propres expériences et ne pas vouloir ou ne pas voir le portrait d'ensemble. Et cette résistance à l'élargissement de vos horizons et de votre compréhension des complexités d'une situation est problématique. Il va falloir s'engager des deux côtés au lieu de penser de façon dichotomique seulement et rappeler constamment à nos gens de la nécessité d'adopter ce point de vue. Je vais vous donner un exemple. On entend beaucoup de personnes qui disent maintenant, je ne veux pas retourner au travail, j'aime mes leggings, je déteste faire la navette, j'aime voir les animaux favoris des gens à l'écran, je ne veux pas me lever plus tôt pour aller au centre-ville ou dans un bureau. Toutes ces choses sont vraies. Il y a des croyances légitimes très simples que les gens ont et des sentiments qu'ils ont aussi, qui sont réels. Et il est vrai aussi que de s'engager avec d'autres travailleurs en personne, avoir cette danse de l'énergie lorsque les gens se réunissent et se rassemblent, c'est une partie très belle et très importante de notre expérience du travail. Il est vrai que les idées, le feedback et les conseils se produisent souvent en personne, dans le corridor, quelquefois même dans les toilettes. Et ce sont des choses très importantes, ce sont des lieux de connexion très importants qu'il ne faut pas sous-évaluer, qu'il ne faut pas sous-valoriser non plus. Alors, toutes ces choses sont vraies, toutes ces vérités différentes que les gens ont, c'est quelque chose dont on parle beaucoup à la ville et qu'on encourage. De façon simple, il faut connecter les pointillés quand on peut les connecter. Alors, collectons d'abord autant de pointillés que l'on peut. Et je pourrais continuer encore, mais donnez-moi, s'il vous plaît, 2 ou 3 minutes de plus. On passe aussi beaucoup de temps à parler des caractéristiques interpersonnelles du leadership. Je vais commencer par l'attitude. Il y a beaucoup de recherches qui appuient l'avantage qui provient de développer l'habitude régulière de noter les choses dans votre vie et noter les gens pour lesquels vous êtes reconnaissant et que vous appréciez. Et on encourage les gens de façon régulière à considérer la possibilité d'adopter ce genre de pratique. Deuxièmement, la compassion. On utilise le mot compassion quand on parle beaucoup de la compassion, particulièrement à toute conversation que nous avons avec nos employés. La compassion veut dire souffrir ensemble, c'est littéralement ce que ça veut dire, ce sentiment qui se soulève quand on est confronté avec la souffrance d'une autre personne et qu'on veut faire quelque chose à ce sujet. On veut les appuyer, on veut les aider. Alors, on encourage les gens à sortir
bâtir leur pratique de compassion, l'afficher et faire en sorte que ce soit à leur esprit dans leurs interactions avec le personnel. Et l'idée aussi d'aimer ce qui se passe. C'est un autre concept de prendre la quantité limitée d'énergie que chacun d'entre nous a et de l'utiliser pour se concentrer sur des actions et des paroles qui peuvent faire une différence. Alors, si vous ne pouvez pas contrôler les choses, si c'est totalement en dehors de votre contrôle, l'énergie qu'on dépense là-dessus pourrait être utilisée de façon plus efficace sur quelque chose sur quoi vous avez du contrôle ou de l'influence. La résistance est futile, autrement dit. Ce qui s'est produit, s'est produit dans le passé. Alors, trouvons des façons créatives de faire face à une situation qui est devant nous au lieu de souhaiter que cette situation ne soit pas là. Parce que le fait, c'est que cette situation est là, il faut y faire face. Alors, travaillons avec la situation et non contre elle. Et ça, c'est le genre de conversation que nous avons avec nos employés à tous les niveaux, des petites équipes jusqu'aux plus grands groupes dans l'ensemble des niveaux de leadership pour essayer de faire en sorte que les gens deviennent intentionnels et se concentrent sur ces façons de penser. Merci, Kim. Je ne sais même pas où commencer quand je veux réagir à tout ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a probablement 5 webinaires supplémentaires qu'il faudrait faire pour digérer ce que vous avez dit. J'aimerais peut-être maintenant ouvrir la parole à Sylvia ou Stephen pour voir s'il y a quelque chose qui a capté votre attention dans ce que Kim a dit et ce que vous voudriez développer de votre à partir de votre propre expérience et perspective. Écoutez, je suis d'accord, Andy. J'aimerais soulever un point très rapide sur l'inclusion et ensuite aller plus loin. Je pense que c'est un point très important dans les compétences des dirigeants maintenant. En même temps, c'est intéressant de voir comment les stratégies que vous avez notées et que vous allez trouver peuvent améliorer l'inclusion de votre main-d'œuvre et de votre personnel de plusieurs façons différentes. Dans une ville de la taille de Toronto, si vous n'êtes pas obligé de venir au bureau 5 jours par semaine, les gens seront de plus en plus ils sont éloignés du centre-ville, seront de plus en plus intéressés à participer, à venir avec vous, à être employés chez vous. Avec ça, il va y avoir des gens qui ont d'autres circonstances de travail, des femmes qui reviennent au travail ou ils ont un trou dans leur CV. Lorsqu'ils ont eu des jeunes enfants, vous pourrez attirer davantage de personnes qui ont des handicaps, des invalidités qui les empêchaient de se joindre à la main-d'œuvre parce qu'ils ne pouvaient pas faire certaines choses. Beaucoup de choses que Kim a dit sur l'inclusion sont importantes. C'est une opportunité et les cadres vont devoir suivre cela et intégrer, trouver des façons de rassembler ces équipes. Oui, tout à fait, tout à fait. Bien, je pense que ça ferait une bonne suite maintenant, une bonne introduction à quelque chose dont on a parlé de point de vue de l'inclusion auparavant. Et Kim et Sylvia, vous avez parlé toutes les deux du fait que vous vous identifiez avec nos main-d'œuvre municipales qui sont très diversifiées de façon inhérente, mais il n'y a que 30 qui peuvent profiter de la flexibilité offerte par le télétravail après la pandémie. Étant donné qu'il y a beaucoup de travail qui est lié à un lieu et qui, de façon inhérente, doit se produire sur le terrain, comment pouvez-vous penser à gérer cette tension et le défi qui serait perçu en matière d'équité ou d'inéquité, si vous voulez, étant donné les gens qui ont accès au télétravail alors que d'autres n'ont pas accès à ce genre de travail? Sylvia, pourriez-vous partager vos réflexions là-dessus? Oui, c'est quelque chose, c'est une complexité qui s'est produite tout au long de la pandémie et on va la vivre aussi à l'avenir. Par exemple, nous avons l'intention de lancer des plans de retour au travail et il y a eu beaucoup d'accent qui a été mis sur retourner au bureau. Et il ne faut pas oublier que 75 de notre main-d'œuvre n'a jamais quitté le bureau. Il faut faire attention dans nos communications et dans nos approches pour pouvoir communiquer cela de façon correcte et de bien évaluer les effets et les impacts que tous les côtés ont eus. Il s'agit d'avoir une conversation large. Et il ne faut pas oublier un groupe au détriment de l'autre, au profit de l'autre. Il faut incorporer beaucoup de réunions publiques dans la communication pour s'assurer que tout le monde a une voix et peut faire entendre sa voix. Donc, voilà les choses
à quoi on est en train de réfléchir. Et c'est une transition, c'est une transformation. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain. Très bien, on va lancer le mode de travail hybride avec des politiques de mode de travail hybride et avec tout ce qu'on sait. Non, on sait ce sera un modèle qui va atteindre une certaine maturité un jour. Il y a tellement de travail stratégique qui doit être fait avec les leaders, avec les dirigeants, pour avoir ces conversations honnêtes et franches et ouvertes sur ce que ça voudra dire. Quels sont les outils que nous allons fournir à nos leaders pour les aider à travers tout ce processus? On vient juste d'avoir une réunion publique avec beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui même pour parler de ces sujets. On a conçu et on est en train de déployer de façon active beaucoup d'outils pour aider les dirigeants et pour apprendre aussi d'eux. C'est pas unidirectionnel. Non, on va réouvrir Teams, on va vous dire comment ça va marcher, mais on a appris en chemin et on essaie d'appliquer ces leçons. Mon expérience en tant que dirigeant qui travaille de la maison peut être très différente des expériences de quelqu'un d'autre. L'engagement actif et intentionnel dans l'ensemble de l'organisation a été une des clés et continuera d'être une clé parce que nous sommes dans ce bateau tous ensemble. Il y a des choses qu'on n'a jamais fait auparavant et même certains des effets. On ne pourra peut-être pas voir les effets tout de suite. On fait des analyses, on se dit oui, il va y avoir tel impact et on évalue le risque, on évalue les résultats possibles. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que seront les résultats de la pandémie sur la main-d'œuvre en général à mesure qu'on avance. Et c'est comme planter une plante. Il faut travailler avec cette plante, ajuster les choses, mettre un tuteur ici, donner un peu plus d'eau, un peu moins d'eau. C'est une transformation continue. Et ça commence par l'honnêteté et l'ouverture et l'écoute et l'apprentissage, parce qu'on apprend tous ensemble. Quand on parle de leadership, un autre commentaire que j'aimerais faire, pour moi, le leadership commence par le leadership. C'est presque comme il faut se voir soi-même d'abord avant de pouvoir diriger d'autres personnes. Il faut savoir se diriger soi-même. Et une composante critique ici, c'est la main-d'œuvre elle-même, les gens eux-mêmes. Il faut travailler sur tous les différents aspects de l'organisation quand on prend ces décisions ou ces politiques ou ces différentes orientations pour qu'on soit bien éclairé, bien informé. Et beaucoup d'assets différents ont été faits de retour à la normale par différentes façons. On apprend à nouveau chaque fois. On a fait ça environ 5 fois et chaque fois, on se dit, on ne ferait plus jamais ceci ou telle chose a très bien marché. Et aussi, il s'agit d'avoir une question de leadership. C'est toujours une question de savoir quelle a été l'expérience de la personne. Il faut toujours se mettre à leur place. Et quel est ce compromis quand on prend ces décisions organisationnelles qui ont des impacts aussi grands? Merci. Kim, quel est votre point de vue sur cette nouvelle dimension de l'inclusion? Comment pensez-vous à cela à Edmonton? Oui, je suis d'accord à nouveau, Sylvia, avec les processus que vous traversez. On fait quelque chose de très semblable. On a beaucoup de webinaires, beaucoup de tunnels, beaucoup de réunions avec les gens. Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit qui était très brillant. J'aimerais ajouter seulement quelques points. Pour revenir à votre point, Andy, si on va dans une mentalité eux et nous, ceux qui peuvent travailler en hybride et ceux qui ne le peuvent pas, ça, c'est une pensée binaire. Au lieu de dire, écoutez, le concept de flexibilité, c'est quelque chose qui s'applique à nous tous. Nous devons voir ça de façon différente, sur différents types de tâches à différents endroits. Steven a mentionné différentes heures de travail, différents processus de travail. Il faut soulever l'idée que la flexibilité est là pour tous, c'est la voie de l'avenir. On peut appeler ça l'agilité, on peut appeler ça comme on veut, mais il s'agit de co-créer tout cela. Une autre chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on a parlé beaucoup de cela, cette vieille idée qu'on met son masque d'oxygène à soi-même d'abord. Alors, tous ces leaders qui sont à la maison, y compris moi, tous ces dirigeants, on va maintenant retourner au bureau. Alors, nous aussi, on a nos propres émotions, nos propres récits, nos propres difficultés avec tout cela. Alors, être bien au courant qu'on n'est pas seulement des dirigeants, nous sommes aussi des gens qui vivons la même chose que nos employés. Il faut être très conscient de soi-même pour savoir
qu'est-ce que moi je dois régler en moi-même et ensuite qu'est-ce que je dois faire pour diriger les autres à travers tout cela. Alors, c'est intéressant comme équilibre. Il y a aussi l'idée de l'itération. On a fait tellement d'erreurs que je ne peux même pas les compter. Alors, être capable, je suis d'accord qu'on ne peut pas avoir les choses bonnes à 100 Si on est bon à 60 quelquefois, je serais heureuse parce que comme ça, on peut continuer de grandir et d'apprendre. On essaie des choses qui n'ont pas fonctionné, on doit les ajuster. Être à l'aise avec cette notion d'amélioration continue est une chose que les personnalités perfectionnistes ont de la difficulté à appliquer, mais il faut s'y appliquer. Tout à fait. J'aimerais rappeler les participants de bien vouloir mettre les questions qu'ils ont à l'esprit dans la fonction Q&A, Questions and Answers, ou Q&R, questions-réponses. Sur cette base, il y a une question plus large sur laquelle j'aimerais que Stephen donne son avis et fasse un premier essai pour y répondre. Une des choses dont on parle, c'est la post-pandémie, des stratégies pour la main-d'œuvre après la pandémie. Ça peut sembler aussi simple que de changer votre politique sur les heures flexibles, mais comme on en a parlé, ça peut devenir très compliqué très rapidement. Quel est votre point de vue sur la façon de bâtir un plan pragmatique à travers tous les domaines dont nous avons parlé, ressources humaines, TI aussi, technologie de l'information et immobilier, les bâtisses. Kim, vous savez, ces trois fonctions doivent être liées très étroitement les unes avec les autres. Un autre succès qu'on a vu au cours des dernières années, ces organisations qui ont changé leur stratégie le plus rapidement et qui l'ont déployée ont eu aussi des gains. Alors, le directeur, CEO ont tous tiré dans la même direction. Ils ont eu beaucoup d'unanimité, même si vous avez du soutien politique. Et une des choses que je voulais soulever, c'est le point que Sylvia a fait sur l'inclusion. En passant, ça exige ce partenariat. Ce que je veux suggérer, c'est impossible. Par exemple, pour le RH, de faire autre chose que le RH. Et ça prend de l'inclusion. Il faut reconcevoir le travail. Et moi, réaménager le travail aussi. C'est de ce qu'on parlait dans l'avenir de l'espace de travail. Au cours des 20 dernières années, parce que la technologie était tellement attirante et nouvelle, on a beaucoup passé de temps à notre organisation pour choisir la technologie parfaite, la meilleure technologie. On n'a pas passé assez de temps pour réaménager le travail lui-même. On a un client. Je vais vous donner peut-être un exemple pratique. Ce genre de travail. Ils avaient des travailleurs sur le terrain. Ils voulaient les inclure. C'est un exemple. Vous voulez quelque chose pour tout le monde. C'est un de vos principes. Mais cependant, ces travailleurs sur le terrain se disaient comment est-ce qu'on va les inclure? Ils ne peuvent pas travailler à l'extérieur du bureau. Ils sont sur le terrain à 100 ils ne peuvent pas venir au bureau. On a regardé de près la journée de ces travailleurs sur le terrain. La plupart d'entre eux commençaient leur journée, c'était en 2019, et ils ont commencé à la maison et ils faisaient la navette comme n'importe qui d'autre, mais ils arrivaient au dépôt, ils prenaient leur camion de compagnie et leur commande pour la journée et on allait faire livrer les commandes par la suite avec ce camion. C'est une application très simple de faire tout le monde, quelque chose pour tout le monde, c'est de trouver comment faire en sorte que ce camion de compagnie soit déjà chez eux dans leur entrée d'auto tant que possible. Ça semble un tout petit changement, mais si vous avez déjà fait ce travail, c'est un gros changement dans votre journée. Ça vous redonne de la flexibilité quand vous allez commencer à travailler. Et si vous avez l'impression, un sentiment d'autonomie et de confiance parce que ce camion de compagnie est rendu dans votre entrée d'auto le matin. Les gens qui géraient le travail se sont dit, souvenez-vous, on a eu cette feuille de route technologique où on voulait investir dans des capteurs et des drones, des programmes de données. Si on pouvait accélérer ce genre de choses, maintenant, ces travailleurs de service sur le terrain auraient une tablette en main avec des habiletés analytiques en matière de données qui seraient beaucoup plus évolutives pour l'avenir. Ils pourraient passer même leur journée maintenant de temps en temps à partir de la maison pour planifier leur semaine de travail. C'est ce que j'appelle le réaménagement de travail. Ils ont commencé un peu par l'idée de comment on pourrait changer le travail, puis ils ont travaillé de façon rétroactive pour comprendre quelles sont les technologies, les processus, les compétences qui seraient nécessaires pour que ça devienne réalité. Et comme Sylvia l'a dit, ça prend beaucoup de travail. Il y a beaucoup de rôles auxquels il faut penser, mais c'est une des dimensions qui sont en jeu ici. Merci d'avoir partagé cette histoire, Stephen. C'est très inspirant. Ça a beaucoup d'impact. Kim, peut-être que je vais me tourner vers vous maintenant
pour entendre vos réflexions sur un lieu de travail intégré, une stratégie après pandémie. Comment ce sera facile pour vous? Moi aussi, j'adore cet exemple, Steven. C'était brillant, c'était tellement, tellement beau. Deux ou trois choses que j'aimerais ajouter ici à ce qui a déjà été dit, parce que je ne veux pas répéter ce qu'on a déjà dit. La communication est essentielle. Il faut s'assurer que notre équipe est constamment connectée à l'équipe de planification du lieu de travail. Ça a été un de nos gros succès parce qu'ils nous ont donné des conseils à chaque moment. Ils nous ont aidés à éviter certaines embûches et ils se sont assurés qu'on avait les bons messages en place, et ce que j'appelle des communications équitables dans l'ensemble de l'organisation avec différentes modalités, de sorte que tous nos employés soient informés en même temps. Stephen a parlé rapidement du besoin de leaders au niveau exécutif. Je ne peux pas suffisamment insister à quel point ça a été important au cours des 2 dernières années d'avoir des vérifications avec l'équipe de direction. Parce que les choses bougent et changent de côté. Il faut avoir leur conscientisation et leur conseils sur des questions de politique que nous voulions mettre en œuvre. Ça, c'était très important. Une des choses qu'on voulait faire avec notre focus intentionnel, mais qu'on se demande maintenant, on n'y a pas pensé au début, c'est la productivité. Le Conseil et d'autres nous demandent toujours de mesurer, démontrer que le télétravail sont tout aussi productifs. Je n'entrerai pas dans les détails là-dessus, mais il y a des pensées quantitatives et qualitatives sur la façon de faire ça. Alors, c'est sûr que nous, à la Ville, on est très, très fort. On a beaucoup de planification de la performance. On a beaucoup d'excellentes conversations entre les employés et leurs superviseurs quant aux attentes, quant aux résultats, quant aux applications tout au long de l'année. Et ça, c'est très important, cette communication, pour pouvoir faire en sorte que tout soit planifié. Ça peut changer, ça peut tourner à plusieurs angles. On n'a pas mesuré la productivité en regardant le temps que quelqu'un est sur un appareil, même si c'est quelque chose qui existe dans les terres et qu'on pourrait mesurer. J'aimerais voir s'il y a d'autres notes. Oui, je pense qu'on a pas mal couvert le reste de ce que j'aurais dit à cet égard. Alors, merci. Merci, Kim. Je vais maintenant passer la parole et me tourner vers quelques-unes des questions qui nous ont été posées. Sylvia, peut-être que vous pourriez partager les points de vue que vous avez sur la première question, qui est la suivante. On considère dans quelle mesure vous fournissez de la quincaillerie, des appareils physiques pour des gens qui travaillent à la maison et comment c'est trouvé souvent qui a acheté ces choses-là, qui a fourni ces choses-là à la ville. Oui, au début de la pandémie, quand on fait passer tout le personnel de bureau en télétravail, on a eu des membres de notre personnel qui ont pris des appareils, des édifices, une chaise, un fauteuil, quelque chose de concret qu'on a transféré à la maison pour permettre ce travail à partir de la maison, en plus des laptops, des ordinateurs et de tout le reste. Mais ce que nous avons fait entre-temps, maintenant, à mesure qu'on préparait l'organisation à retourner dans un bureau, euh, on s'est demandé qu'est-ce qui manque maintenant dans les édifices et on a remplacé certains des actifs tangibles qui avaient été amenés dans les maisons, par exemple des chaises et des tableaux blancs. La technologie a des blocages et des embouteillages actuellement, alors on essaie de faire cela sur le site tout en reconnaissant qu'il y a des manques pour différents types d'appareils. On a dû prioriser les choses avec nos services technologiques, avec ce qu'on a. On a pu permettre ce travail collaboratif et hybride. On sait que les équipes vont être hybrides. Alors, ça sera à la moitié au bureau, la moitié à la maison. Alors, on met l'accent maintenant sur les salles de réunion qui soient organisées, au moins quelques-unes, pour que ce soit possible. Et la question est particulièrement, comment est-ce qu'on peut appuyer l'organisation pour l'avenir? Et on est en train actuellement de développer un programme plus robuste. Nos divisions continuent de fournir les appareils. Il y a des coûts au coût nécessaire. On continue de fournir ce qui est nécessaire pour les employés. Comme toute organisation, pendant la pandémie, nous avons acquis de nouveaux membres du personnel. C'est sûr qu'ils n'avaient rien qu'on pouvait apporter à la maison pour eux. Il n'y avait pas de laptop au bureau qu'ils pouvaient apporter à la maison. Alors, la ville a dû leur fournir assez rapidement les appareils nécessaires.
On travaille une approche adaptée. On n'a pas finalisé cette approche. On est en train d'y mettre la dernière main. Nous avons des processus existants par lesquels on continue de fournir les actifs, les appareils nécessaires, mais c'est très décentralisé par division pour répondre à votre question. J'espère que ma réponse a pu vous aider. Merci, Sylvia. Écoutez, il est maintenant 1 heure presque. Je ne peux pas croire que 1 heure et 60 minutes sont maintenant passées. C'est un témoignage de la profondeur des témoignages extraordinaires que Kim, Sylvia et Steven nous ont fournis. Alors, mes grands remerciements à vous tous d'avoir partagé votre temps et vos points de vue avec nous. Encore une fois, pour ceux qui se sont joints à nous, merci beaucoup. Cette séance a été enregistrée et ce sera disponible après coup. Là-dessus, nous vous disons au revoir et nous souhaitons à tous une excellente fin de journée. Au revoir.